Condamné à 20 ans de prison ferme pour atteinte à la sûreté intérieure de l'État, selon la version du régime de Brazzaville, le général Jean-Marie Michel Mokoko est depuis son retour de l'évacuation sanitaire en Turquie à l'hôpital central des armées Pierre Mobengo de Brazzaville, où il est astreint à une assistance médicale au quotidien. Mais seulement, voilà. Le gouvernement congolais, par l'entremise de son ministre de la Défense et bien sûr celui de la Justice, a décidé d'aller à l'encontre de cette prescription médicale, demandant ainsi sa réincarcération dans sa cellule de prison à la maison d'arrêt de Brazzaville. Voilà qui sera au centre de notre entretien aujourd'hui avec Monsieur Clément Mierassa, que vous connaissez très bien, mais pour ceux qui le découvrent, c'est le président de la Fédération de l'opposition congolaise. Moi, c'est Christian Perrin. Bienvenue, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Merci d'avoir choisi TLR TV pour suivre votre émission Droit de savoir. Bonjour, monsieur Clément Mierassa. Bonjour, monsieur Christian Perrin. C'est toujours un plaisir pour moi de vous recevoir sur notre plateau. Alors, vous êtes donc informé de ce que le gouvernement congolais a décidé, disons, d'aller à l'encontre des prescriptions médicales et de ramener finalement le général Jean-Marie Michel Mokoko dans sa cellule de prison à la maison d'arrêt de Brazzaville. Qu'est-ce qui peut justifier un tel acharnement alors qu'il est en pleine assistance médicale? Bon, je crois qu'avant de répondre à la question, il faut essayer de revenir sur ce qu'est le général Jean-Marie Michel Mokoko. Les gens ont le souvenir de ce qu'il a été chef d'état-major général des forces armées congolaises lorsqu'il y a eu la tenue de la conférence nationale souveraine. Et peu avant l'élection présidentielle de 2016, il était représentant dans les problèmes de maintien de l'ordre en Centrafrique. Il a occupé plusieurs fonctions, d'ailleurs, c'est connu de tout le monde. Maintenant, qu'est-ce qui peut justifier ce qui se passe? C'est l'interrogation que nous avions. Parce que nous nous sommes d'abord posé la question de savoir pourquoi le ministère de la Défense s'est initié dans cette question, sur ce sujet. Et ensuite, nous avons essayé de réfléchir. Nous avons essayé de nous renseigner pour avoir des informations sur les motivations réelles de cette situation. Nous avons cru entendre dire, mais nous souhaitons qu'il y ait une version véritablement officielle, que l'hôpital militaire des armées semble-t-il vivait une situation d'insécurité à l'intérieur et tout autour, et qu'il y avait des grands risques d'évasion pour une personnalité comme lui. Et nous nous sommes également renseignés, nous avons été informés de ce que l'équipe médicale de l'hôpital central des armées était foncièrement opposée à ça, et nous en avons eu confirmation à travers la lettre que ces conseils ont adressée au directeur général de l'administration pénitentiaire. Parce que quand vous lisez cette lettre, vous comprenez qu'il y a un certain fond. Mais en général, on essaye de comprendre avec ce qui s'est passé. Vous savez, en février 2016, lorsque le général Jean-Marie Michel Mokoko est rentré de Bangui pour se préparer à être candidat, il a été caillassé à l'aéroport. Il y a beaucoup de gens qui ont subi des sévices, etc. Et jusque-là, on n'a jamais parlé de ça. Et lorsqu'il s'est annoncé candidat, quelques jours après, on a été informé qu'il était poursuivi pour ce que vous avez évoqué, à savoir atteinte à la sûreté nationale de l'État, détention des armes de guerre. Donc, ça mène, lorsqu'il s'agit de Mokoko, ça mène toujours à une certaine réflexion. Et aujourd'hui, nous pensons, et nous l'avons dit dans la déclaration que la Dynamique 29 a publiée, puisqu'on s'est retrouvé en urgence sur ce problème, nous pensons qu'il y a un acharnement sur cette personnalité. Et la question que les gens se posent, pourquoi cet acharnement? Et quand on lit la lettre que ces conseils ont adressée au directeur général de l'administration pénitentiaire, on se pose beaucoup de questions. Vous savez, tout le monde le sait, pour sortir d'un hôpital, quel que soit le pays, il faut que l'équipe médicale qui vous suit, que cet hôpital vous ait délivré un bon de sortie. Dans ce cas, il n'y a pas de bon de sortie. Deuxièmement, pour être informé, c'est le régisseur de la maison d'arrêt qui est parti donner l'information à l'intéressé de façon verbale. Il n'y a aucun document écrit. Et ensuite, tout le monde sait que le général Jean-Marie Michel Mokoko a été évacué en Turquie
Il est rentré et qu'en Turquie, il y a eu des prescriptions médicales pour un traitement qu'il doit continuer de suivre au niveau de l'hôpital militaire. Ce traitement n'est pas achevé. Et curieusement, on apprend comme ça qu'il va repartir à la maison d'arrêt où il n'y a pas de structure médicale que l'hôpital central des armées est censé mettre à sa disposition. La question alors, mais qu'est-ce qui se passe exactement? Quel est le problème? Parce que, en fait, monsieur Christian Perret, quand on connaît Brazzaville, l'hôpital central des armées est quand même au milieu d'une caserne. Donc, on ne peut pas dire qu'en termes d'insécurité, parce que si vous dites aux Congolais que cet endroit est en insécurité, alors les Congolais vont se demander où est-ce qu'on peut être en sécurité. Donc, nous avons pensé qu'il y avait là un problème. Il y a un problème. Mais monsieur Mirassa, que prévoit donc la loi dont paraît circonstance plutôt pour un prisonnier qui est mal en point? Que prévoit la loi? Bon, il s'agit, dans le cas d'espèce, il s'agit d'une personne âgée. On peut considérer comme une personne 74 ans, c'est quand même beaucoup. Il suit un traitement, et je crois que quel que soit le lieu ou le pays où on se trouve, il faut que ce traitement soit achevé. Et je suis heureux que dans la correspondance que les avocats ont adressée au directeur général au directeur général de l'administration pénitentiaire, ils ont fait eux référence à l'article 31 de la Constitution du 25 octobre 2015, qui dispose que les personnes âgées et les personnes vivant avec handicap ont droit à des mesures de protection en rapport avec leurs besoins physiques. Et je vous ramène un peu en arrière, monsieur Christian Perret. J'ai discuté avec vous de ce que le Premier ministre appelle la restauration de l'autorité de l'État. Et je pense que lorsqu'on parle de la restauration de l'autorité de l'État, l'une des choses à faire, c'est de respecter les lois et règlements, notamment la Constitution qui est notre loi fondamentale. Et tel que c'est écrit au niveau de l'article 31, les choses sont claires. Les choses sont claires et nous, on n'a vraiment pas compris qu'est-ce qui s'est passé exactement. C'est pour ça que lorsque nous avons fait la déclaration, nous avons souhaité qu'on arrête ce transfèrement de Jean-Marie Michel Moukoko à la maison d'arrêt. Et cette situation arrive paradoxalement dans une période où tout le monde est en train de souhaiter un apaisement, notamment sur la crise économique et politique au Congo-Brazzaville. C'est vrai que nous avons suivi la déclaration du Premier ministre Anatole Kouliné-Makosso lorsqu'il était à Paris, mais je crois qu'à un moment donné, on nous a même fait savoir qu'il y avait des négociations dans ce sens pour éventuellement la libération des prisonniers politiques. Et voilà, tout le monde est surpris. Finalement, les mesures sont plutôt renforcées. Ça me fait sourire, monsieur Christian Perret. Ça me fait sourire. Pourquoi? Ça arrive au moment où nous vivons un certain nombre de changements politiques en Afrique de l'Ouest. Je suis les déclarations de tout le monde est contre les coups d'État, etc. Et vous avez écouté certains présidents de la République, je parle au président je pense au président Georges Weah, je pense au président Mbano, qui ont déclaré clairement que les coups d'État militaires dans ces pays s'expliquent justement par les coups d'État constitutionnels. Donc, le contexte dans lequel nous vivons, c'est celui où les Congolais, l'opinion tant nationale qu'internationale, a réalisé que les changements de constitution n'ont été rien d'autre que des coups d'État constitutionnels. Le Congo n'échappe pas à ça. Il vous reviendra, et je pense à une période triste que nous avons suivie. Ces débats que nous avons eus en 2015 et ces manifestations que nous avons eues, mais pour lesquelles l'opposition a perdu beaucoup de ces jeunes. Il y a eu beaucoup de sacrifices, il y a eu beaucoup de blessés, il y a eu... Donc, quand on revient à ce contexte et on ajoute ceci, le cas de la Guinée-Conakry a permis aux Africains de découvrir quoi? Mais de découvrir que dans beaucoup de pays africains, qui malheureusement sont des dictatures, mais on a camouflé le concept de prisonnier politique et on a voulu à chaque fois dire qu'il ne s'agissait pas de prisonniers politiques, mais qu'il s'agissait de prisonniers de droit commun. C'est dans ce style-là que le gouvernement congolais, à travers son premier ministre, a déclaré à Paris qu'il s'agit. Mais, monsieur Christian Perret, revenons un peu ou marquons un arrêt sur cette question. Vous pensez que le groupe de travail des Nations Unies sur la détention arbitraire, qui avait clairement reconnu
que la détention de Jean-Marie Michel Moukoko était arbitraire et que ce groupe avait appelé les autorités congolaises à la remise immédiate en liberté de Jean-Marie Michel Moukoko. Vous pensez qu'ils n'ont pas la maîtrise des questions de droit? Vous pensez que c'est au Congo qu'on a cette maîtrise? Maintenant, le deuxième élément que je vais ajouter, mais vous savez qu'en septembre 2019, nous avons lu à travers les journaux que le ministre français des Affaires étrangères avait parlé, si je me rappelle du terme qui a été utilisé, qu'il avait parlé avec fermeté au président Denis Sassou Nguesso pour que des actes concrets soient pris à l'endroit de Jean-Marie Michel Moukoko. Les gens s'attendaient à sa libération. Et nous avons même cru que, au moment où on parlait du 61e anniversaire de l'indépendance, tout ça, que ces actes-là allaient apparaître. Maintenant, sur cette question, M. Christian Perrin, en Guinée, on a découvert quoi? Mais on a découvert que le grand nombre de prisonniers politiques qui y étaient, c'était des prisonniers politiques qui avaient été présentés comme des prisonniers de droit commun, qui avaient été présentés dans certains cas comme des terroristes et des chefs d'accusation extrêmement fallacieux. C'est pour ça que le problème que nous avons aujourd'hui au niveau du Congo avec les autorités, et nous ne cessons de le redire et de le répéter, Jean-Marie Michel Moukoko, tout comme André Okombi Salissa, sont des prisonniers politiques qui ne sont pas des prisonniers de droit commun. Mais qu'est-ce qui peut justifier cet acharnement, en fait, ce refus catégorique de Brazzaville à se soumettre, ou disons, à répondre à ces nombreux appels à la libération de ces prisonniers? Malgré que le groupe de travail de l'ONU, vous avez rappelé Paris et bien d'autres organisations de défense des droits de l'homme, mais Brazzaville est resté finalement continue à faire la sourde oreille. Qu'est-ce qui peut justifier cela? Dans ma réflexion personnelle, je ne sais pas si d'autres que moi la partagent, dans ma réflexion personnelle, j'ai le sentiment qu'au Congo, être candidat à une élection présidentielle avec un certain potentiel politique est un crime de lèse-majesté. Parce qu'ils sont deux à la maison d'arrêt, notamment André Okombi Salissa et Jean-Marie Michel Moukoko, et leur caractéristique commune à eux tous les deux, c'est de n'avoir pas reconnu les résultats de l'élection présidentielle de 2016. On peut évoquer un certain nombre d'autres aspects. Donc, en fait, bon, je ne voudrais pas rentrer dans les débats qui accourent au Congo parce que je considère qu'il y a d'autres voies que la mienne pour régler ce genre de problème. N'oublions pas qu'il y a eu un autre candidat à l'élection présidentielle de 2016, notamment mon jeune frère et défunt frère, que Dieu ait son âme, Guy Parfait Kolela, que nous avons perdu également avec le débat que vous suivez, où pour certains, il est mort le 21, pour d'autres, il est mort le 22. Donc, dans les pays comme le nôtre, quand vous avez un certain potentiel politique, quand vous avez un certain niveau d'électorat, vous constituez pratiquement un danger pour le pouvoir en place, et je crois que vous en subissez les conséquences. Et je crois que Jean-Marie Michel Moukoko, André Okombi Salissa, ils se retrouvent dans cette situation-là, et nous le regrettons fortement. Mais monsieur Mirassar, que pensez-vous de ceux qui disent que c'est une stratégie pour infléchir le général Jean-Marie Michel Moukoko afin qu'il renonce à la politique, vu les enjeux, bien sûr, de succession qui pointent à l'horizon et entre, bien sûr, la succession de Denis Sassou Nguesso par son fils ou par son oncle, Jean-Dominique Okemba? Ça me fait sourire un peu. J'ai été très proche de Jean-Marie Michel Moukoko et j'ai fait campagne avec lui. Lorsqu'il a été placé en résidence surveillée chez lui, je crois que les Congolais ont suivi les épisodes qui plusieurs personnalités ont défilé chez lui là-bas pour lui faire un certain nombre de propositions. C'est connu, c'est sûr. Mais il n'a pas cédé à ces propositions. Peut-être qu'aujourd'hui, dans le contexte, mais tel qu'on le connaît, en fait. Et nous apprenions d'ailleurs qu'il y a même l'ambassadeur de France au Congo qui l'avait contacté dans le même sens pour qu'il reconnaisse. Je ne voudrais pas rentrer dans ces détails, les Congolais les connaissent bien. Maintenant, je viens par rapport à la question que vous posez, qui rejoint un peu la préoccupation du Premier ministre qui a parlé d'actes de contrition. Et ça, pour le point de vue que je sais et que nous connaissons de Jean-Marie Michel Moukoko, il a été candidat
à l'élection présidentielle. Il a eu les résultats qu'il a eus. J'ai les résultats mais de l'élection de 2016, Monsieur Christian Perrin. Je vous assure, je ne prendrai que un seul, le département de Pointe-Noire. Vous savez que le département de Pointe-Noire, Jean-Marie Michel Moukoko avait plus de 100 000 voix et que le président actuel, selon les chiffres publiés par le ministère de l'Intérieur, avait autour de 30 000 voix. Donc, vous voyez rien que le département de Pointe-Noire, c'était une différence de près de 70 000 voix. Ça note quand même, dans une agglomération comme Pointe-Noire, un certain potentiel politique. Donc, je crois que le gouvernement devrait renoncer à cette démarche de demander un acte de contrition, la repentance, etc. Et il a été dit que Jean-Marie Michel Moukoko ne fera pas cette démarche. Sauf si il a changé tel que nous le connaissons, mais tel que nous le connaissons, il ne fera pas cette démarche. Mais ce n'est pas une raison pour que lorsqu'il est malade, qu'on ne le laisse pas être soigné correctement, suivre son traitement jusqu'à la fin et faire en sorte. Aujourd'hui, M. Christian Perrin, on peut continuer à garder Jean-Marie Michel Moukoko en prison, mais ça fait perdre du crédit à ce pays. Regardez, M. Christian Perrin, qu'est-ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire? Qu'est-ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire? Vous avez vu ce symbole très, très fort, après les événements qui ont été vécus par la Côte d'Ivoire, après que Laurent Gbagbo ait été enfermé à la CPI et qu'il ait été libéré, qu'il soit rentré dans ce pays. Vous n'avez pas senti ce moment terrible de la rencontre entre Laurent Gbagbo et Alassane Ouattara? Ça ne dit rien. C'est la réconciliation à laquelle on parle. Est-ce que c'est un vrai mot? Et moi, je suis de ceux qui pensent, M. Christian Perrin. Je vous l'ai déjà dit. Les autorités congolaises veulent dissimuler la crise politique. Et ce que l'on vit aujourd'hui prouve que le Congo est en plein dans la crise. Parce que l'élément nouveau que les Congolais doivent découvrir, c'est quoi? En ayant choisi d'aller vers le 3e, 4e, 5e mandat, le Congo est une dictature qui ne respecte pas ses lois et règlements. Et que tous ceux qui ont choisi de suivre ce chemin ont en fait violé la Constitution. Mais comme les déclarations que vous connaissez suffisamment et sur lesquelles je reviens souvent, elles sont claires. Jamais, je ne pourrais accepter que la Constitution ne soit violée. Et ensuite, lorsque la Constitution est violée, les démocrates doivent se rassembler. Ça veut dire que les violeurs de la Constitution sont quoi? Mais ils sont des antidémocrates. Ils sont des dictateurs. Parce que ce que je vous cite là, c'est pas Clément Mirasta qui l'a déclaré. Mais en termes de devinette, je pourrais vous demander quelle est la personnalité politique qui a fait cette déclaration. Mais je Bien évidemment, monsieur Clément Mirassa. Alors, nous avons suivi maître, disons l'avocat de Jean-Marie Michel Moukoko, maître Yvon-Éric Ibwanga, qui est intervenu sur RFI, qui s'opposait à cette décision. Les médecins aussi, traitants du général Jean-Marie Michel Moukoko, se sont opposés à cette décision. Et malgré tout cela, on a l'impression que le régime ne veut rien savoir. Pour le régime, il faut ramener le général Jean-Marie Michel Moukoko en prison, dans sa cellule, bien sûr, à la maison d'arrêt. Est-ce qu'on peut craindre le pire arriver? Parce que nous savons que ce sont les mêmes conditions, finalement, qui avaient fait que le général Jean-Marie Michel Moukoko tombe malade pour qu'il soit évacué en Turquie. Et aujourd'hui, on décide encore de le ramener là-bas. Quelle analyse faites-vous de cette attitude, finalement? Non, moi, je pense que je félicite et je remercie Maître Ibwanga et ses confrères pour les analyses qu'ils ont faites. En tout cas, quand je lis leur lettre, elle est claire. Maître Ibwanga, dans leur lettre, les avocats disent ceci: cette décision est à la fois inadmissible, surprenante et inhumaine. En la forme, elle n'obéit à aucun formalisme administratif, en ce qu'il n'y a aucun acte écrit par l'autorité compétente justifiant sa réintégration à la maison d'arrêt. Et Maître Ibwanga finit vers la fin de sa lettre pour dire qu'il s'oppose catégoriquement. Mais, Monsieur Christian Perrin, quel est le pays au monde où quelqu'un qui a été reçu dans un hôpital comme malade peut en sortir sans que cet hôpital lui ait délivré un bulletin de sortie? C'est au Congo que ça existe, c'est ça.
Mais quand vous êtes déclaré malade pour en sortir, il faut soit que vous ayez été guéri, soit que l'hôpital ait été déclaré incompétent. Maintenant, ce qui frappe au-delà de ces aspects, et c'est ça qui justifie en ce qui nous concerne la notion d'acharnement, Monsieur Christian Perrin. Nous parlons d'acharnement, pourquoi? Mais parce que pendant que on s'acharne sur Moukoko, on s'acharne sur Paulin Makaya, vous savez également que Paulin Makaya n'a pas pu réussir à sortir du territoire national. C'est pour ça que nous le mentionnons. Pour quelle raison? Quelle raison? Les raisons évoquées, dit-on qu'il voulait sortir avec un passeport. Les raisons officielles, qu'il voulait sortir avec un passeport anglais parce qu'il a la double nationalité anglaise et qu'on lui exigeait de sortir avec le passeport congolais. Bon, je ne sais pas si maintenant il y a des cartons, de passeport aussi, parce que vous savez également que c'est un débat qui a cours dans le pays. Mais c'est pas ça mon propos essentiel. Mon propos essentiel, c'est le suivant. Pendant que l'on s'acharne sur les opposants politiques, qu'on leur inflige le traitement qu'on leur inflige, dites-moi, Monsieur Christian Perrin, qu'est-ce qu'on fait des responsables des scandales et crimes économiques et financiers? Je vous ai parlé à votre émission une fois. Je vous ai parlé de cette liste de 6 Congolais qui détiennent dans les paradis fiscaux 5 500 milliards de francs. Est-ce qu'on ne devrait pas s'intéresser, maintenant que les retraités ont autant de mois sans les salaires, est-ce qu'on ne devrait pas s'intéresser à ça? Le directeur général de la CREP est passé une fois à une émission sur Radio Congo. Et il a interpellé les autorités pour dire, en novembre et décembre 2016, 9 milliards avaient été décaissés pour payer des retraités. Cet argent était bien arrivé à la banque de la CREF, mais l'argent a été porté disparu à partir de là. Et le directeur général de la CREF a dit qu'il ne fallait pas que le dossier qui avait été envoyé pour que cette affaire soit suivie en justice, que ça pourrisse là-bas au niveau de la justice. Qu'est-ce qu'on en dit? On ne dit absolument rien. Je reviens encore sur ce communiqué du directeur général de la suivante du territoire en mars 2018. Oui, il reconnaissait qu'il y avait des Congolais qui avaient puisé de l'argent comme ils voulaient dans les caisses du Fonds de soutien de l'agriculture. Un délai leur avait été donné jusqu'à fin avril pour qu'il justifie. Et que s'il ne justifiait pas, il serait présenté devant le parquet. Jusqu'à présent, personne n'a été présenté au parquet. De soutien à l'agriculture géré par le ministre Mabundu, c'est cela? À l'époque, je crois qu'il était ministre de l'Agriculture à l'époque. Donc, je suppose que ce fonds était sous sa tutelle. Mais malgré la déclaration qui a été faite par le directeur général de la suivante du territoire, jusqu'aujourd'hui, je répète également aux Congolais, est-ce que vous pensez qu'un pays en crise peut rester silencieux lorsqu'un député en pleine assemblée donne l'information selon laquelle des fonds ont été décaissés pour une route imaginaire de 137 kilomètres? Ça fait combien? Et le ministre Angeli dit qu'il y a un gap de trésorerie qu'il faut rattraper, il faut aller s'endetter, etc. Mais cet argent, pourquoi on ne va pas le rechercher? Global Witness, je sais que dans ce pays, on n'aime pas parler de Global Witness. Mais moi, je suis toujours enclin à soutenir ceux qui militent pour la transparence, à publier un rapport dans lequel des informations troublantes sur la mauvaise gouvernance ont été révélées. Le rapport est intitulé Qu'est-ce siphonné? Où va l'argent du pétrole du Congo? Et vous pensez que dans la situation que nous connaissons, au lieu de s'acharner sur Jean-Marie Michel Moukoko, ça ne fait pas autant de dossiers. Alors, j'entends le Premier ministre dire que s'agissant de la lutte de la corruption, ils vont corriger encore un texte, je ne sais pas quoi, parce qu'il y a quelque chose qui manque. Non, c'est de la mauvaise volonté. La situation est la suivante, Monsieur Christian Perrin. On protège ceux qui se sont enrichis, ceux qui ont contribué à mettre le pays à genoux. Quand j'entends le discours du Premier ministre sur l'endettement, tout ça, mais je voudrais dire au Premier ministre congolais qu'en 2010, le Congo avait atteint le point d'achèvement de l'initiative du PPTE et que le ratio PIB, dette sur PIB était ramené à près de 25%. La norme au niveau de la CEMAC étant de 70%. Pourquoi on n'a pas respecté? Et si on n'a pas respecté, qui est responsable? Et je voulais en profiter pour dire au Premier ministre, mais quand on suit l'actualité, mais aujourd'hui, il y a le procès, présentement, il y a le procès de la dette cachée au Mozambique. Et au Congo, on peut avoir une dette cachée. Il n'y a aucune responsabilité qui est établie.
Et j'entends le Premier ministre qui dit, mais il n'est pas poursuivi. Mais s'il n'est pas poursuivi, qui devrait le poursuivre? C'est pas l'État qui est lésé. C'est pas les Congolais qui sont lésés dans leur ensemble. Donc, à mon avis, M. Christian Pérez. Oui, évidemment, on semble comprendre qu'au Congo, les crimes économiques n'intéressent personne parce que dernièrement, c'est aussi une information que nous apprenions, c'est que le nouveau ministre des Finances a révélé qu'il s'agissait finalement de plutôt 8 milliards de francs CFA pour payer les pensions et non 12 ou 13 milliards qu'on le présente, comme on le présentait bien avant. Mais après, la question qu'on s'est posée, si c'est 8 milliards et qu'avant on nous disait qu'il fallait 11 milliards ou 12 milliards, alors où passait donc le reliquat toutes les fois qu'on payait les Mais écoutez, M. Christian pensions? Pérez, je suis heureux que vous posez ces questions. Regardez le paradoxe congolais. Les retraités se sont levés pour revendiquer le paiement de leurs arriérés et pour revendiquer que l'on paye les pensions de façon concomitante avec les salaires. Vous avez suivi la réponse du gouvernement. Vous avez suivi la réponse du Premier ministre. Il ne peut payer qu'une pension par trimestre. Les universitaires, le syndicat de l'université vient de rappeler au gouvernement les engagements qu'il avait pris. Conclusion prise par le Premier ministre, c'est qu'on va leur payer sur 6 mois, 4 mois d'arriérés et on va prendre toutes les dispositions pour que les salaires des universitaires soient payés de façon concomitante avec les salaires des fonctionnaires. Et les retraités, on en fait quoi? Quand il s'agit de retraités des étudiants, on n'a pas d'argent. Quand il s'agit d'autres catégories, on n'a pas d'argent. Et je suis surpris pour le Premier ministre qui pense travailler pour la restauration de l'état de droit. Mais je souhaite et j'invite les membres du gouvernement à lire l'article 15 de la Constitution du 25 octobre 2015 qui dit que tous les Congolais sont égaux et personne ne doit être avantagé, etc. Et aujourd'hui, parce que si je reviens sur la question des retraités, vous faites bien de dire, mais moi je suis de ceux qui pensent que s'il y a un bon contrôle au niveau de la CREF, on n'utilisera pas 11 milliards pour payer les pensions, je suis sûr qu'on paiera beaucoup moins. Mais le Premier ministre a dit quoi devant l'Assemblée, M. Christian Pérez? Le Premier ministre a dit que chaque mois, quand on paye les salaires, il y a 4 milliards qui est censé être versé à la CREF pour les pensions. Faites le calcul. Nous sommes au 9e mois. Donc, il y a 8 mois qui ont déjà été payés. Si 8 mois ont déjà été payés, ça veut dire que la CREF a dû… Les 4 milliards sont ponctionnés sur quoi exactement? Ben, les 4 milliards, c'est la contribution des actifs. Selon les textes qui existent, il verse 5% et l'employeur, l'État doit verser 10%, mais l'État, semble-t-il, n'a pas d'argent, d'après ce que j'ai compris, tout en relevant que c'est une violation de la loi fondamentale. Mais si je reviens au calcul simple, M. Christian Pérez, nous sommes au 9e mois. Ça veut dire qu'il y a 8 mois qui se sont écoulés. Faisons un calcul simple. 8 multiplié par 4, sauf si je me trompe, 8 multiplié par 4, ça fait 32. 32 milliards. Ça veut dire que les retraités, au lieu de ne toucher que 2 mois de pension, rien qu'en se basant sur l'information du Premier ministre, les retraités auraient dû déjà toucher 3 mois. Et pourquoi ils n'ont pas touché 3 mois? Le reliquat, il est passé où? Donc, à mon avis, nous avons un système, mais j'insiste là-dessus, c'est un acharnement sur les opposants. Un acharnement sur les opposants. On va revenir on va revenir sur ce sujet, mais tout à l'heure vous nous avez révélé quelque chose, c'est que le Premier ministre Anatole Koliné Makosso accepte de payer 4 mois sur 6 aux universitaires. Est-ce que non, je suis heureux pour les universitaires, mais il faut que ça se passe pour l'ensemble des Congolais. Et on a les moyens pour… Espérons que ça va se faire comme ça. Est-ce que pour autant, on va regarder aussi la situation des agents de santé qui aujourd'hui accusent plus de 22 mois d'arriérés de salaire? Mais la normalité aurait été, M. Christian Pérez, mais qu'on regarde la situation de tout le monde et que tout le monde soit au même niveau. Pourquoi il y en a qui sont avantagés? J'entends dire dans l'opinion que les retraités, par exemple, subissent ce qu'ils subissent parce que c'est des serpents sans venin. C'est-à-dire, mais n'oubliez pas que lorsque les retraités ont lancé un mot d'ordre de grève autour de la primature avant que M. Koliné Makosso ne prenne ce poste-là, je vous assure que ça a secoué tout Brazzaville. Et c'est suite à ça, d'ailleurs, qu'une décision a été prise pour payer rapidement. C'est pour ça que même en termes de démocratie, on ne nous autorise même pas à la manifestation.
Et quand je me tourne vers les retraités, je me dis, mais pourquoi ils ne convoquent pas une assemblée générale des retraités? Il faut bien qu'ils nous rendent compte. Il y a toujours une relation, semble-t-il, entre les syndicats et la direction générale ou le ministère chargé du travail et de la sécurité sociale. Mais Eh bien donc, on peut comprendre que c'est un problème de, quelque part, il y a une complicité de ces syndicats avec le gouvernement en place, parce qu'on ne peut pas comprendre avec la situation actuelle que vivent les retraités, que rien ne puisse avancer, que toutes les grèves soient étouffées. Il doit y avoir probablement une complicité entre ces syndicats ou ces responsables syndicaux et le gouvernement. bon, je ne voudrais pas porter ce jugement parce que j'avais pris part à une des assemblées générales très réussies qui s'était tenue à la mairie de Wenze, à la commune de Wenze. Et depuis, il n'y a plus. On demande à nos fameux syndicalistes de nous appeler en assemblée générale. Mais une assemblée générale, est-ce qu'on peut empêcher aux gens qui souffrent d'une même situation de se retrouver pour échanger et peut-être pour faire un certain nombre de propositions? Vous avez vu qu'on a découvert sur ce problème des retraités. On a découvert en réalité que le gouvernement ne donnait pas la bonne information. Parce que si chaque mois, on collecte les 5% qui proviennent Les 5, les 5% sur quoi exactement? ben 5% sur le salaire de base. Si vous devez gagner pour 100 une 000, masse salariale de… la masse salariale, monsieur, ne m'amenez pas là-dedans parce que… Oui, mais quand vous parlez de 5%, il faut bien qu'on comprenne cela parce que nos téléspectateurs voudront aussi comprendre. J'ai entendu le directeur général de la CREF dire que au niveau du contrôle de l'État ou de l'inspection générale de l'État, on lui avait dit que la masse salariale était de 60 milliards et que si on calculait les 5%, c'était 3 milliards. Et quelques jours après, le Premier ministre a dit que ce qu'on collectait au titre des actifs, c'était 4 milliards. Mais si vous faites le calcul simple, ça correspond à une masse salariale de 80 milliards. Donc, on ne sait pas. On ne sait pas. Le Congo, c'est l'un des problèmes qui est l'un des pays qui a des problèmes de chiffres. Maintenant, je disais, puisque d'après les textes, les actifs doivent verser 5%. L'État doit verser 10%. Et moi, je suis surpris. J'ai entendu que l'université a tenu son comité de direction ou quoi, mais je souhaite entendre dire que le Conseil des ministres a examiné le dossier de la CREF. Parce qu'on va bientôt aller à l'examen du budget 2022. Mais dans les textes qui font de la CREF, il est dit clairement que le budget de la CREF doit être adopté au niveau du Conseil des ministres. Le Conseil des ministres ne peut pas ne pas tenir compte de la situation de cette couche qui est très vulnérable, des gens qui ont rendu des services, qui ne comprennent vraiment pas du tout comment ils n'arrivent pas à percevoir leur pension. Et à mon avis, les explications qui sont données. Mais là, je note là aussi qu'il y a une forte injustice. Je suis heureux pour les amis de l'université, etc. Mais j'aurais souhaité que l'État qui s'occupe de l'ensemble du peuple congolais pense à ces travailleurs dans les hôpitaux, pense à ces travailleurs dans les mairies, parce que la situation est véritablement préoccupante pour tout le monde. Et nous approchons la rentrée. Si on me paye un mois de pension, d'après vous, je vais préparer la rentrée de mes enfants ou de mes petits-enfants, comment? Ça devient véritablement problématique. Et je crois, et c'est un message que nous lançons au Premier ministre, au chef du gouvernement, la restauration de l'autorité de l'État doit tenir compte de ça. Et il faut une justice sociale. Il faut régler ces problèmes qui revêtent une urgence sociale très, très forte et ne pas faire deux poids, deux mesures, etc. Non, ce n'est pas extrêmement intéressant. Mais je vous dis… Oui. On peut aussi parler de la responsabilité du peuple congolais parce que nous savons aujourd'hui, et c'est l'information qui nous a été remontée, que dans les mairies, par exemple, et dans tous les départements, il serait même à plus de 50 mois d'arriéré de salaire. Et rien ne se fait, personne ne réclame quoi que ce soit, tout le monde est calme. Alors, on va donc revenir sur un autre sujet qui portait sur, bien sûr, la note ou la décision qui exige la réincarcération du général Jean-Marie-Michel Mokoko dans sa cellule de prison à la maison d'arrêt. Et dans cette même foulée, vous avez organisé une réunion de travail de la Fédération de l'opposition congolaise. Est-ce qu'on peut savoir de quoi s'est-il agi plutôt
Sur quoi vous avez discuté exactement et quelles ont été les conclusions de cette Bon, réunion? je vais d'abord préciser quels sont ceux qui ont pris part à la réunion. Il y a eu au cours de cette réunion, il y a eu le pape, le parti du peuple qui a pour président M. Jean-Pierre Agnangoy. Il y a eu l'UPC, le parti qui a pour président Paulin Makaya. Il y a eu la Ligue panafricaine Umoja Congo qui a pour président Enda Diogène Seni. Et il y a eu la Fédération de l'opposition congolaise. Nous nous sommes réunis en urgence sur ce que nous considérons comme l'acharnement sur deux opposants politiques, à savoir Jean-Marie Michel Moukoko et Paulin Makaya. Et qui, dans le cas de Paulin Makaya, nous voyons sa santé vraiment se dégrader et il n'est pas normal qu'il ne lui soit pas possible d'être évacué. Vous me direz, mais pourquoi? Mais parce qu'ici, il n'y a pas de structure. Et comme lui, il a la chance et l'avantage d'avoir une double nationalité anglaise, il a pensé que dans sa deuxième patrie, il pouvait avoir beaucoup mieux de soins qu'il ne les a ici. Et dans tous les cas, la lignée 2 de l'article 22 de la Constitution permet bien aux Congolais de sortir et de rentrer librement. Et lui, il a déjà été emprisonné, il a purgé sa peine, il n'a plus de problème. Et j'insiste sur l'emprisonnement parce que vous parliez tout à l'heure du deuxième volet que nous avons évoqué. Nous avons évoqué les aspects des événements qui se passent en Afrique de l'Ouest. Et ça nous fait de la peine de nous rendre compte que Paulin Makaya a été arrêté pour une marche contre le changement de la Constitution. Et nous nous rendons compte maintenant que Paulin Makaya avait raison. Est-ce que c'est normal? Et quelle leçon on doit tirer? Les autorités doivent réfléchir à ces questions. Parce que quand nous réfléchissons profondément, il n'y a pas que Paulin Makaya dans ce cas. Vous avez nos amis, nos frères, comme Jacques Bananganzala, comme Jean Gwabi, comme, bon, celui qui avait pu s'en sortir à cause de sa double nationalité, c'était Marcel Pita. Et bien, il y a également Anatole Libongo, etc. Et vous savez que dans le cas de ces derniers, ce qui nous peine, c'est quoi? Alors, on se rend compte qu'ils ont raison. Et la sentence qui a été rendue leur fait perdre 10 ans de droits civils et civiques. Vous voyez bien que c'est très dur. Et qu'est-ce qu'on fait maintenant? Qu'on constate qu'ils avaient raison. Et nous insistons sur ces événements de l'Afrique de l'Ouest également, parce qu'ils ont prouvé à la face du monde entier que dans les pays africains, notamment dans les dictatures africaines, on a créé sciemment une confusion entre les prisonniers de droit commun et les prisonniers politiques. Et c'est pour ça que la tentation est grande, même chez certains hommes politiques congolais, de dire par exemple que Jean-Marie Michel Moukoko est un prisonnier de droit commun, qu'André Okombi Salissa est un prisonnier. Non, Jean-Marie Michel Moukoko et André Okombi Salissa et bien d'autres sont des prisonniers politiques. Et il faut que nous analysons et que nous évaluons la chose comme ça. Maintenant, ce qui me surprend, c'est le silence dans l'autre camp. Parce que maintenant, on se rend compte qu'ils ont changé la Constitution pour se maintenir au pouvoir. Vous voyez bien le président Condé dans quelle situation il s'est retrouvé. Et j'ai lu dans l'un des journaux que le président Condé aurait déclaré que, en fait, il ne voulait pas se présenter pour le 3e mandat, mais c'est les femmes guinéennes qui avaient demandé qu'il se présente. Mais sur le premier volet, nous avons souhaité qu'on autorise Paulin Makaya à sortir dans un premier temps pour ses soins et ensuite qu'il jouisse de sa liberté d'aller sortir et revenir au Congo parce que c'est un Congolais, il doit jouir de tous les droits comme tous les autres. Dans le deuxième temps, nous avons souhaité qu'on arrête le transfèrement de Jean-Marie Michel Moukoko à la maison d'arrêt. Maintenant, sur le volet politique, nous avions pensé qu'il faut qu'on aille vers des mesures d'amnistie générale. Il faut qu'on convoque la tenue d'un dialogue national inclusif pour régler toutes les questions, parce qu'au-delà de tout ce qui se dit, le Congo traverse une grave crise. J'ai suivi encore le Premier ministre évoquer un certain nombre de choses, mais nous sommes très, très, très loin d'en sortir. Et enfin, nous avons souhaité inviter la communauté internationale à accorder une attention toute ce qui se passe au Congo, parce qu'il s'agit d'un pays qui a vraiment besoin d'un sursaut pour se sortir de cette situation sérieusement difficile.
Eh bien voilà, c'est la fin de cette émission. Ça a été un plaisir pour moi de vous avoir une fois de plus reçu sur notre plateau, Monsieur Clément Mirassa, et surtout, merci d'avoir répondu à nos questions. À vous, chers téléspectateurs, merci de nous avoir choisis, mais n'oubliez jamais de partager nos émissions, de liker. Cela nous permettra bien sûr de vous garantir la liberté d'expression. Quant à moi, je vous retrouve très prochainement, mais d'ici là, prenez soin de vous car chaque jour est une vie. Merci.